Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué. Dans cette vidéo, on va passer en revue les progrès en sprint d'un des athlètes avec qui je travaille. On va notamment comparer ses départs, les postures d'accélération, postures de sprint, ainsi que toutes les données qu'on a pu collecter sur ces différents tests, temps de passage 5, 10, 15, 20, 25, 30 mètres, Vmax, force au départ, puissance générée, temps de contact au sol. On va voir tout ça dans la vidéo qui vient. Donc Géraud est un joueur de rugby avec qui je travaille depuis maintenant plus d'un an. On a vraiment commencé à se focaliser sur la vitesse et sur le sprint, je dirais, en février de cette année, février 2020. En avril, on a eu l'opportunité de faire un premier test que vous voyez en haut ici. Et on a fait un deuxième test intermédiaire en juin. Et la vidéo du bas, ça s'est passé en août 2020. Donc il y a à peu près 4 mois entre ces deux vidéos, 4 mois de travail. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser tout ça aujourd'hui. Donc, on va commencer par le départ. Le départ, notamment sur l'application MySprint, elle est donnée dès qu'il y a un mouvement, dès qu'il y a le premier mouvement du sol. Donc là, j'ai synchronisé les deux vidéos par rapport au départ. Et ce qu'on va voir déjà, ce qui est intéressant, c'est que la vitesse à laquelle il génère la force, il applique sa force, est beaucoup plus grande maintenant qu'elle ne l'était au départ. Donc là, on peut voir qu'il est en pleine extension sur la vidéo du bas, alors que sur la vidéo du haut, il n'est pas encore là. On doit attendre jusqu'ici avant de voir le pied arrière décoller du sol. Donc, il y a déjà une différence assez significative. On voit ici notamment si on compare, laissez-moi juste sortir le petit stylo. Donc, on voit la différence entre ces deux départs avec un pied qui est encore en contact avec le sol ici et sur cette deuxième vidéo, un premier appui qui a déjà été placé. Donc, on voit que la vitesse à laquelle il a pu générer sa force sur cette deuxième vidéo est beaucoup plus importante du fait que même ayant commencé à bouger au même moment sur ces deux vidéos synchronisées, on voit une différence qui est significative au niveau de la vitesse à laquelle il a pu changer ses appuis et placer son prochain appui. On va avancer un petit peu dans la vidéo. La deuxième chose que j'aimerais regarder, c'est les angles du tronc dans l'accélération, en sachant que si on veut une belle accélération, on veut progressivement remonter. On pense à un avion qui décolle, on veut progressivement remonter vers la verticale avec le tronc. On ne veut pas passer directement à la verticale. Donc là, on va comparer un petit peu les angles qu'on trouve au fur et à mesure des différents appuis. Donc, on va simplement avancer un petit peu. On passe à l'appui, on passe 2-3 appuis en avant, simplement pour déjà voir les différences entre les deux. Donc ici, on voit déjà un angle du tronc qui est déjà très, très vertical, alors que sur la vidéo du bas, on voit que c'est beaucoup plus progressif en termes de remontée. Et donc, on va laisser passer 2-3 appuis encore une fois. On pourrait le faire pour chaque appui, mais ici, on va simplement voir déjà sur la vidéo du bas, donc on est à peu près à 7 mètres dans le sprint. On peut voir qu'il y a encore un petit angle ici, alors que sur la vidéo du haut, on est déjà quasiment à la verticale au niveau du tronc. Donc, une grosse différence en termes de posture d'accélération. Sur la vidéo du bas, il est capable de garder sa posture d'accélération beaucoup plus longtemps, et ce qui veut dire qu'il va pouvoir accélérer plus longtemps et donc atteindre une Vmax plus importante aussi à terme. Et ça, on le verra notamment dans les datas quand on jettera un œil là-dessus. Donc ça, c'était pour l'accélération. On voit une accélération qui est beaucoup plus graduelle et beaucoup plus fluide sur la vidéo du bas comparée à la vidéo du haut. Si on passe maintenant à la posture de sprint, là, on a un bel arrêt sur image et on voit notamment quelques belles choses. On voit la jambe de derrière et la jambe de devant quasiment parallèles, c'est ce qu'on veut voir. On voit également des mains et des épaules bien relâchées. On voit un tronc qui est bien vertical, qui est bien grand, qui est bien neutre aussi au niveau de la sangle abdominale. Et on voit une tête qui est neutre également avec les yeux vers l'avant. Très bonne position ici. Et si on compare ça, on va juste avancer la vidéo un petit peu pour arriver au même stade, pour arriver à 15 mètres. Et donc, si on compare ça à la vidéo du haut, déjà, on a une amplitude de mouvement qui est un petit peu réduite, moins de mobilité au niveau des hanches. Ici, on n'est pas trop mal au niveau des angles. Par contre, on se rend compte qu'on a un angle qui est presque négatif au niveau du tronc ici, avec la tête qui part un petit peu vers l'arrière aussi également, avec un petit peu plus de tension qui est portée dans les épaules, dans le haut du corps et dans les mains. Et donc ça va avoir un impact notamment au niveau des chevilles, vu que
Les épaules sont le reflet de ce qui se passe aux chevilles et vice-versa, donc pardon, aux hanches et vice-versa. Donc, si on veut des hanches qui bougent bien, qui sont bien mobiles, on veut un haut du corps qui est fluide aussi dans son mouvement, parce que si on coince les épaules, si on coince les bras et le haut du corps, eh ben, de facto, on va aussi coincer en miroir les hanches et donc ça va restreindre notre capacité à bien bouger sur cette portion-là. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on parle de l'importance des bras dans le sprint, une importance qui est très prononcée. À mon avis, on n'en parle pas assez et on pourrait le faire un petit peu plus. On le voit sur le mouvement des bras là qui est beaucoup plus relâché en bas, beaucoup plus naturel, et sur la vidéo du haut qui est presque plus forcée et plus restreinte aussi au niveau de l'amplitude, notamment quand on passe derrière le corps. Et donc là, on termine gentiment la vidéo. On va revenir ensuite sur le départ de cette vidéo et on va regarder les temps de passage. Donc, temps de passage que vous voyez ici au milieu, je vais vous les mettre en évidence. Donc, on a les temps de passage aux 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres. Donc là, on est à 5 mètres. Là, on est à 10 mètres. Là, on est à 15, 20 mètres. Vous l'aurez compris, on avance en 5 mètres à chaque fois. Donc, on a nos temps de passage ici et on peut voir la différence avec les temps de passage sur la deuxième vidéo. Donc, avec des temps qui sont très différents. On a notamment 200 millisecondes de moins sur les 5 premiers mètres. On a presque 300 millisecondes de moins ensuite quand on passe à 10 secondes. Et quand on termine ici, on est à 4,83 alors qu'on avait commencé à 5,36. Donc, on a presque réussi à enlever une demi-seconde, même plus d'une demi-seconde sur 30 mètres, ce qui paraît pas énorme, une demi-seconde quand on en parle comme ça. Mais si on regarde sur la vidéo maintenant, je vais poser la vidéo au moment où il passe les 30 mètres sur la vidéo du bas, exactement, voilà. Et on voit qu'il est à peine à 25 mètres sur la vidéo du haut. Donc, une demi-seconde sur 30 mètres, ça fait, dans ce cas-là, 5 mètres de différence. Donc, si on se dit qu'il a 5 mètres d'avance sur sa version, disons, d'avril 2020, ça fait une grosse différence quand même. Le reste des datas qu'on va regarder, j'efface juste ça pour faire un petit peu de place. On va regarder notamment la Vmax qu'il a pu atteindre. Donc là, et j'ai mon visage qui cache un petit peu, mais plus récemment, il a pu atteindre près de 8 mètres secondes, 7,8 mètres secondes, alors que dans l'essai initial, il était plus aux alentours de 7 mètres secondes. Donc, il faut faire fois 3,6 pour arriver en km/h. On voit aussi notamment une différence au niveau de la force générée au départ, une force relative au poids de corps aussi qui est bien plus importante. On le voit ici. On a ensuite la V0 qui est un peu moins importante, mais qui dénote de la vitesse max potentielle de l'athlète, suivant les données que l'application a collectées et l'algorithme qu'ils utilisent. On voit une puissance générée aussi sur le sprint qui est beaucoup plus haute. On a gagné presque 350 watts en puissance générée, donc ce qui est très important quand même. Une autre donnée que j'ai pu collecter qui est intéressante à observer, c'est les temps de contact au sol. Et donc ça, on va y jeter un œil tout de suite. Donc là, on a sur la droite le graphique des temps de contact au sol sur le sprint, et on a sur la gauche les valeurs exactes. Donc, en avril, on voit qu'on a commencé aux alentours des 220 millisecondes sur le premier appui et on descend graduellement jusqu'à arriver autour des 130, 140 millisecondes. Donc, la valeur la plus basse que j'ai mesurée était à 131, sachant que ce n'est pas des mesures absolument exactes. J'ai utilisé l'application MySprint pour les faire. J'ai essayé de faire au plus précis possible. Mais encore une fois, l'application n'est pas nécessairement faite pour ça, mais elle nous permet de mesurer les différences de temps entre différentes images dans le sprint, notamment en utilisant le ralenti de l'iPhone. Et donc, on peut aussi l'utiliser pour mesurer des choses comme ça. On pourrait l'utiliser pour mesurer les temps de vol également. Mais là, j'ai juste fait les temps de contact et on voit que sur la course d'août 2020, on a des temps de contact au sol qui sont nettement plus bas que ceux d'avril. Donc, si on regarde les valeurs même pour août 2020, on voit qu'on descend jusqu'à en dessous de 120 millisecondes. On passe à 119 sur l'avant-dernier appui ici. Et on regarde à partir du milieu du sprint, on est en dessous de 140 millisecondes et ensuite presque entre 130 et 120
tout le long jusqu'à la fin. Donc, on a des différences en termes de temps de contact au sol qui sont assez importantes. Ce qui est intéressant aussi, et on le voit sur la fin du graphique, c'est que sur la dernière course, en août 2020, il a pris 18 appuis, alors qu'en avril, il en avait pris 19. Donc, il a une foulée de moins, donc sa foulée est plus longue. D'accord, chaque foulée est plus longue en moyenne, donc il en fait une de moins en tout sur les 30 mètres. Par contre, ses temps de contact au sol sont beaucoup plus courts, et donc mais sa fréquence de contact au sol est beaucoup plus élevée également, étant donné qu'il finit le sprint plus vite. Donc là, on voit la connexion qu'il y a entre les temps de contact au sol, le temps passé en l'air, la fréquence d'appui au sol, ainsi que la longueur de chaque foulée. Et c'est important de garder ça en tête, notamment quand on coach, pour éviter d'essayer de, on va dire, pousser l'athlète à avoir une fréquence d'appui plus élevée, alors que ils sont peut-être simplement pas prêts, dans le sens où on ne peut pas leur demander une fréquence d'appui plus élevée dans une situation donnée, sans qu'ils perdent après en temps de contact au sol et ensuite en longueur d'enjambée également. C'est des paramètres qui travaillent ensemble, ce n'est pas des paramètres indépendants, et donc il faut faire attention à la manière dont on les coach. On veut que tout travaille ensemble et que tout monte vers le haut en termes d'efficacité. On ne veut pas nécessairement cibler une seule de ces qualités quand on coach, parce que sinon on peut avoir des effets néfastes sur le sprint de l'athlète. Donc pour conclure, déjà un grand bravo à Géraud pour tous ces progrès qu'il a effectués ces derniers mois sur son sprint. Donc il s'est entraîné environ 2 fois par semaine, focalisé spécialement sur la vitesse, beaucoup de travail de renforcement aussi, mais c'est clair que c'est définitivement le travail de sprint spécifique qui a pu l'aider le plus, avec un petit peu de travail de renforcement qui l'a certainement aidé au niveau du départ également. Mais jamais oublier que si on veut courir plus vite, il faut courir, et il faut courir vite et bien. Et donc d'où l'importance de faire ces petits check-in tous les quelques mois pour voir qu'est-ce qu'on peut observer comme différence, quels sont les progrès déjà effectués et qu'est-ce qu'on peut modifier à l'avenir pour continuer à progresser. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager avec vos amis, connaissances, collègues, athlètes, coachs également. Merci et à tout bientôt pour la prochaine. Ciao.